Très chers amis, amateurs de thé francophones, bonjour. Je suis Stéphane Erler, le fondateur du blog Tea Masters depuis 2004 et également je m'occupe de la boutique tea-masters.com et je suis de nouveau votre instructeur pour un nouveau cours de thé aujourd'hui. Nous allons parler du thé dans le rêve de la Chambre rouge de Cao Shouqing, l'un des plus grands romans de la période classique chinoise. Avant cela, donc je vous souhaite la bienvenue sur ce cours en live Facebook. Si vous pouvez me mettre un petit like. Bonjour Olivier. Vous pouvez, si vous me suivez en replay sur YouTube, également me mettre un like et vos commentaires. Et à la suite de ce cours live, je serai disponible pour boire un peu de thé en votre compagnie et puis pour répondre à vos questions. Donc ne quittez pas le cours dès qu'il sera terminé. L'occasion de ce cours, c'est la sortie de ce livre. Honglong Mongxing de T. Parker, un livre en chinois forcément, qui fait quelque chose comme 295 pages, avec beaucoup de photos, pour des photos pratiquement à chaque page, et c'est en fait un livre qui examine une vingtaine de questions qui se posent sur le thé et sur les accessoires de thé dans le roman de Cao Shouqing, Honglong Mong, qui est très très connu. C'est vraiment un des piliers de la littérature nouvellement classique, c'est-à-dire pas celle qui remonte à Confucius, mais celle qui remonte à la dynastie Qing, donc un peu plus de l'ère un peu plus moderne. Et c'est un livre hyper important qui là il y en a 3 tomes en version chinoise. En français à la Pléiade, c'est un livre très dense qui est publié en 2 tomes. Mais plus de 3000 pages en tout, et je suis très content parce que là j'arrive aujourd'hui à la fin, j'en suis vraiment au dernier chapitre. Il fait 120 chapitres en tout, aujourd'hui j'arrive au dernier chapitre, donc dès la fin de ce cours je me replongerai dedans pour vraiment le finir. Donc je ne vais pas complètement le dévoiler, vu que moi-même aujourd'hui, à l'heure qu'il est, je n'ai pas encore lu les dernières pages. J'ai envie de vous donner surtout envie de le lire, parce que c'est un livre très intéressant d'un point de vue historique, mais également parce qu'on y parle beaucoup de thé. C'est probablement le livre de littérature chinoise dans lequel il est le plus question de thé. Pratiquement à toutes les 5 pages, les caractères du roman se voient servir un peu de thé, et il est intéressant de voir dans quelles circonstances ils le boivent. Parfois il y a des détails sur quelle tasse ils utilisent, ou bien quelles eaux ils prennent, ou bien comment le thé est bu, et quel thé également. Il fait mention de plusieurs thés. Parfois les mentions ne sont pas toujours bien connues, et du coup il y a beaucoup de chercheurs, beaucoup de gens dans les universités qui ont des chaires de littérature, qui s'occupent à expliquer chaque mot, et en fait, ce qui est intéressant, c'est que T. Parker nous a même montré des explications de gens connus, de professeurs connus en Chine et à Taïwan, et ils se plantent complètement quand il est question de thé. Alors probablement que sur des points de littérature plus précis, ils sont bien meilleurs que T. Parker, mais sur le thé, on a vraiment la démonstration assez flagrante de leurs erreurs, et c'est pourquoi T. Parker a écrit ce livre, et sur 20 points qui n'étaient pas clairs dans le livre, où il est question de thé ou d'accessoires de thé, il a vraiment fait un travail de journaliste, ce qu'il est au départ, pour expliquer le quoi du comment, qu'est-ce que l'auteur a vraiment voulu dire par là.
Par exemple, l'un des caractères les plus puissants dans le livre, c'est une jeune dame, Wang Shifeng, qui est donc une jeune mariée et qui vient dans la famille des Jia et même dans la famille du premier-né. Elle marie le fils du premier-né et c'est elle qui va s'occuper des finances de toute la famille en fait. Son beau-père et le frère de son beau-père ont des fonctions officielles et parfois et à la cour et font beaucoup de réceptions, etc. Mais il ne s'occupe pas de finances. On remarque quand même l'argent, quand on en a beaucoup, on ne s'en occupe pas. Hein, ça c'est laissé aux gens d'un niveau un petit peu inférieur. Donc c'est cette belle fille qui va s'occuper des finances de la famille et notamment de comment l'argent est dépensé. Ils ont beaucoup de servants, de cuisiniers, de laquais, de gardiens, d'intendants, puisqu'ils ont également des propriétés ailleurs en Chine qui les fournissent en nourriture et d'où ils reçoivent leur fortune. Mais tout ça, c'est géré par cette Wang Shifeng, donc Phénix, et elle, un jour, elle décide d'offrir du thé à ses beaux-frères, cousins, cousines, et elle dit, tiens, ça c'est un thé qui a été offert à la cour par la cour de Thaïlande. C'est un thé qui s'appelle Sien Lo Cha. Sien Lo Cha, paf, paf, paf. Si vous faites un Google, vous ne trouverez rien sur Sien Lo Cha. Et donc, T. Parker, lui, il a fait l'investigation. D'abord, il a regardé tous les cadeaux qui ont été offerts par la cour de Thaïlande à la cour des empereurs de Qing. Et il a remarqué qu'il y a 43 visites de la cour de Thaïlande aux empereurs de Chine, environ tous les 3 ans. Et comme c'était des choses importantes, hein, en fait, ce qu'on remarque aussi, c'est que les puissants chinois, ils ont cette manie un petit peu de faire des inventaires, de faire des listes de leurs possessions, etc. Et donc, les empereurs chinois faisaient pareil. Quand on leur faisait des cadeaux, ils notaient ça très précisément sur des listes. Et on a gardé ces listes jusqu'à nos jours. Et donc, T. Parker a consulté, il a consulté ces listes et il a remarqué que jamais la cour de Thaïlande n'a offert de thé aux empereurs de Chine. Et donc, cette histoire d'un thé thaïlandais offert à l'empereur, c'est une invention de l'auteur. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de thé en Thaïlande. Quand on va de nos jours en Thaïlande ou bien en Birmanie, à la frontière qui bougeait à l'époque, hein, elle n'était pas aussi fixe que de nos jours, la frontière entre la Chine, la Thaïlande et la Birmanie, on remarque que dans ce triangle, il y a des thés genre pu'er qu'on fait dans tout le coin, que cela s'appelle Yunnan, la Chine, Thaïlande ou bien la Birmanie. Et lors d'un de ses voyages en Birmanie, T. Parker a ramené un thé, des feuilles de thé en fait, qui étaient salées et servi comme un apéritif, donc mangé et pas infusé. Et là, il se dit, tiens, Sien, c'est le caractère du sel. Peut-être que ces feuilles salées se réfèrent à ce genre de thé qui sont des feuilles qui ont été salées, du thé vert salé et qui n'est pas ensuite infusé mais qui est mangé un petit peu comme une petite salade, hein, un peu comme du kimchi si vous voulez. Très bon d'ailleurs, il en avait ramené, j'avais pu en manger. Donc c'est une spécialité de Birmanie, très proche de la Chine et très proche de Thaïlande. Donc c'est peut-être
c'est peut-être cela dont il est question. Mais ça, il n'en a pas la preuve précise. Par contre, il a la preuve que jamais la cour de Thaïlande n'a fait un cadeau de thé à la cour de Chine. Ce qui paraît également normal. C'est un petit peu comme si ouais, comme si on amenait du vin, comme si on voulait offrir un vin étranger à quelqu'un à Bordeaux. Hein, le gars de Bordeaux, il dit pourquoi tu m'apportes du vin, j'ai les meilleurs vins du monde juste autour de chez moi, Saint-Émilion, etc. Pourquoi tu viens avec un vin qui n'est pas connu pour me l'offrir? Donc effectivement, il y a ce côté un petit peu paradoxal que la Thaïlande offre du thé aux Chinois, qui sont eux les inventeurs du thé. Par contre, cela nous montre également le côté du prestige, l'importance du prestige pour le thé, qui est déjà il y a 300 ans. Donc pour un petit peu se faire mousser, cette jeune femme qui est très puissante, vu qu'elle contrôle toutes les finances de la famille, elle aime bien les marques de respect, forcément, et c'est un petit peu pour se faire mousser qu'elle dit, tiens, vous voyez, ça, j'ai accès à ce thé de la cour, quelque chose qu'on ne peut pas acheter dans un simple magasin ou bien par un marchand commun. Il faut avoir des relations pour arriver à ce genre de thé, hein, ce genre de guan shicha, comme on dit en chinois, un thé de relation. Ça montre aussi son pouvoir. Et c'est également un des ressorts qu'on utilise beaucoup dans le marketing de nos jours pour certains produits VIP. Hein, on dit, tiens, vous voyez, ça c'est un vin qui est dans la cave du président, ou bien ça c'est la baguette officielle du président. Hein, chaque année, il y a un concours de la meilleure baguette de Paris et le vainqueur devient le fournisseur de l'Élysée, par exemple. Ou bien quand, je sais, quand Obama et Xi Jinping se sont rencontrés et qu'ils ont bu du thé Longjing à Hangzhou, tout le monde en Chine voulait boire le même thé qu'eux. Donc il y a cet effet marketing de vouloir faire comme les puissants, d'avoir accès au même thé que les puissants. Et c'est une des raisons pour laquelle ce caractère-là, Wang Shifeng, voulait se mousser en montrant qu'elle avait accès à ce thé. Donc ça c'est par exemple une des clarifications que T. Parker a apportées dans ce livre. Il y en a une vingtaine en tout. Je ne vais pas tous vous les dire. Je n'avais mentionné une autre fin août ou bien début septembre sur la différence entre Zhong et B. Cha B et Cha Zhong. Donc j'avais déjà expliqué à l'époque que en fait, on utilise parfois deux noms différents, Cha-Be ou bien Cha-Zhong, mais que ce n'était pas dû à la forme de l'accessoire. C'était la seule différence qu'il y avait pour utiliser l'un ou l'autre, c'est dans le livre, on le voit, c'est dans les moments de vie courante, quand on boit le thé, l'auteur utilise cha B. Par contre, quand il s'agit d'un moment de politesse, un moment d'offrande, un moment un peu plus rituel et solennel, à ce moment-là, il utilise le mot zhong. Donc ça, c'était un petit peu une explication, une autre explication sur la différence entre les deux accessoires. Donc il n'est pas une différence ni de taille, ni de forme, ou quoi que ce soit, simplement une différence un petit peu langage soutenu et puis langage un peu plus courant. Voilà, vous pouvez vous reporter à cette ancienne vidéo où j'avais déjà un petit peu parlé de ce livre qui était en projet encore à l'époque. Maintenant il vient de sortir et j'espère que, bon là dès que j'aurai fini le cours, je vais vous demander où vous en êtes dans la lecture de ce livre et je compte encore vous en parler peut-être dans les prochaines semaines, mais d'abord j'ai envie de vous laisser un petit peu plus le temps de lire ce livre
qui est très intéressant pour ne pas trop divulguer la fin. Ce que j'ai un petit peu fait dans mon article de cette semaine, mais en fait, je voulais aussi un peu me justifier. Si je le divulgue un petit peu, c'est aussi parce que l'auteur lui-même a divulgué dès le 5e chapitre la fin. Dans ce 5e chapitre, notre héros, Jabaohu, le frérot Jade, il fait un rêve, et dans ce rêve, il a accès à la destinée de chacune de ses cousines et sœurs, et il peut lire si leur destinée sera heureuse ou malheureuse, ou comment elles vont mourir. Et donc dès le 5e chapitre, par ce rêve, on apprend quelle va être la destinée tragique souvent de beaucoup de ses cousines et sœurs. Et donc, si je vous dis que vers la fin du livre, il y a cette descente aux enfers dans cette famille, que les caractères tombent un peu comme les mouches, un petit peu comme dans Le Parrain, les 15 dernières minutes, c'est en fait déjà annoncé au début du livre. Donc là, je n'ai rien divulgué. Vous pouvez quand même lire le livre, sachant donc que c'est une histoire d'une famille très riche, très puissante, mais à la fin, elle connaît des déboires, et elle tombe en disgrâce. Il lui arrive vraiment plein de malheurs, et ça correspond à l'histoire de la famille de Cao Xueqing. Son grand-père avait été l'ami d'enfance de l'empereur Kangxi, et à la mort de Kangxi, quand Yongzheng a pris le pouvoir, il a fait en sorte que la famille de Cao Xueqing perde ses possessions, perde toutes ses relations, parce que il n'était pas de son clan en fait. Mais dans le livre, Cao Xueqing ne pouvait pas écrire ça. Il ne pouvait pas dire c'est la faute de l'empereur si ma famille est devenue pauvre. Et donc tout au contraire, dans le livre, c'est intéressant, l'empereur sera toujours représenté comme une personne très très bienveillante, qui essaye d'être très généreuse avec ses sujets et se rappelle sans cesse de leurs bienfaits du passé. Et donc, en fait, il écrit ça pour éviter la censure et pour sauver sa peau, parce que s'il disait du mal de l'empereur, à l'époque, c'était assez radical, et donc, et peut-être qu'il espérait également, par ce genre de livre, d'attendrir le nouvel empereur pour qu'il daigne leur rendre un petit peu la fortune ancienne. Malheureusement, ce n'est pas arrivé. Mais donc, c'est un livre qui est un peu émouvant aussi, dans cela, qu'il est mi-autobiographique, mi-romancé. Il y a vraiment une grande part de vérité dans ce livre, mais cette vérité ne peut pas être complètement autobiographique et écrite crûment. Il faut l'enrober dans un rêve, il faut l'enrober dans du fantastique pour faire passer le message, et pour que ça passe par les fourches de la censure. Voilà, donc je suis encore en plein dedans, il me reste encore une 40aine de pages, et je suis vraiment très très content d'avoir entrepris cette longue lecture, hein. Donc 3000 pages, c'est pas facile, mais ça vaut le coup, je trouve, et surtout on y boit du thé à tous les 5 pages, donc c'est vraiment aussi quelque chose qui inspire à vouloir boire du thé. Et d'ailleurs, c'est ce que je vais faire tout de suite. Je vous remercie pour m'avoir suivi dans ce cours Facebook et sur YouTube. Mettez-moi encore un petit like, et puis on se revoit la semaine prochaine. Bye bye.